Cette activité numéro 2 consiste à travailler sur les particularités des êtres humains en matière de comportement sexuel. La consigne est la suivante. À partir des documents et du logiciel à votre disposition, il s'agit d'effectuer des comparaisons évolutives avec les comportements reproducteurs des autres mammifères. Il faudra ensuite identifier les structures cérébrales qui participent au processus de récompense à partir de l'utilisation d'un logiciel. Dans cette activité, vous disposiez de plusieurs courbes qui concernent différents mammifères. Sur la première courbe, on constate que pour la rate, on observe des pics hormonaux, notamment d'œstradiol. Il faut savoir que ce pic d'œstradiol déclenche l'ovulation. Et on observe ici en vert l'activité sexuelle. Vous constatez que l'activité sexuelle est placée aux alentours, autour de la période de l'ovulation. On a donc ici un comportement sexuel fortement associé à la reproduction. Si on prend la jument, on observe aussi que l'activité sexuelle est extrêmement associée à la période d'ovulation. Donc on a ici, encore une fois, un comportement sexuel qui va être une activité sexuelle qui va être associée au comportement de reproduction. Si on s'intéresse maintenant ici aux macaques, on observe aussi une activité sexuelle qui n'est pas continue, mais qui va être située aux alentours de l'ovulation, donc une période de reproduction. Mais on observe aussi que cette période est quand même beaucoup plus grande que les mammifères précédents. On peut donc supposer ici qu'on a un comportement sexuel, certes, qui va être associé avec une période de reproduction, mais sur une période de temps beaucoup plus large. Chez la femme, on observe ici une activité sexuelle qui va être continue durant tout le cycle. Ici, on constate que le comportement sexuel est dissocié de la période de reproduction. Il n'y a pas d'association entre la période de reproduction et l'activité sexuelle. C'est en effet une des particularités des êtres humains, à savoir le fait de pratiquer une activité sexuelle, pas seulement pour se reproduire, mais aussi pour avoir du plaisir. La question que l'on va se poser maintenant, c'est simplement quelles sont les zones cérébrales qui vont être impliquées dans cette création du plaisir. Pour cela, on va se servir d'un logiciel qui va servir à reproduire une situation dont on parle de modèle. Tout d'abord, si on fait un peu d'histoire des sciences, il faut savoir que Holz et Miller sont des scientifiques qui ont cherché à travailler à la base sur des rats, et ils avaient placé donc des électrodes au niveau du cerveau du rat pour identifier des zones, en fait, savoir comment on pouvait amener les rats à éviter certains coins de leur cage en les stimulant. Et il faut savoir qu'effectivement, dans une zone particulière de stimulation, on observait que les rats avaient tendance à éviter les endroits qui étaient trop stimulants. Sauf que dans cette expérience, un rat en particulier, lui au contraire, revenait toujours aux endroits qui étaient administrés. Comme si en fait il avait un certain plaisir à venir à ce niveau-là, à recevoir une décharge électrique. Les scientifiques ont remarqué que la zone cérébrale qui était ici impliquée était une zone qui était très proche de l'hypothalamus, appelée le septum. Donc l'hypothèse qu'ils ont faite était que le septum était une zone du cerveau qui générait du plaisir. Cette expérience a été perfectionnée et on a rajouté ici une pédale électrique qui permettait, quand elle était actionnée, de déclencher une décharge électrique. Donc on avait ici créé une sorte de procédé d'autostimulation. Et effectivement, on a constaté que la plupart des rats venaient ici appuyer sur cette pédale pour pouvoir déclencher cette décharge électrique, à un point que finalement, ils préféraient certains faire ceci plutôt que de venir se nourrir. On a donc pu faire l'hypothèse que cette zone du septum était impliquée dans la genèse du plaisir. Maintenant, intéressons-nous au modèle humain. Stimuler directement des humains avec des électrodes au niveau du cerveau n'est pas une expérience réalisable chez l'homme, ainsi que la destruction expérimentale. Pour une raison très simple, c'est de l'éthique. Effectivement, on ne travaille pas, on ne se sert pas des humains comme cobayes expérimentaux. Il se peut que parfois, malheureusement, certaines personnes aient un accident et que certaines zones du cerveau puissent se retrouver détruites. Quand une zone est détruite et que l'on observe des symptômes sur la personne, on peut faire un lien de cause à effet entre ces deux, entre l'organe et la destruction, et ainsi établir le rôle d'un organe. Si on prend le septum, on va faire apparaître ici avec la légende, eh bien, une destruction, vous avez aussi la TV et aussi l'aire de Wernicke,
le septum dont son rôle a été découvert avec des expériences chez le rat, si certaines personnes ont une destruction de l'ATV et qu'elles ont un stimulus érogène, eh bien, on observe qu'elles n'ont plus de sensation de plaisir. On a donc pu en déduire que cette zone était impliquée dans la sensation de plaisir. Si on s'intéresse maintenant à des personnes qui ont une destruction accidentelle de l'aire W, appelée aussi aire de Wernicke, et qu'elles ont une stimulation érogène, bien on observe qu'il n'y a pas de changement par rapport au témoin. On peut en déduire que cette zone de W, cette aire de Wernicke, n'est pas impliquée ici dans le plaisir sexuel, dans le plaisir en général. Si maintenant, eh bien, on va un peu plus loin dans ces expériences, on voit ici différentes zones qui ont été précisées. On peut les voir ici dans la légende. Voici ces zones. Chez le rat, on va ici stimuler expérimentalement une zone en particulier. On va stimuler celle-ci. Pardon, j'ai fait une bêtise. On va détruire de manière expérimentale la zone ici concernée. Alors, si on détruit expérimentalement le septum, on l'a déjà vu cette expérience ici, et qu'on stimule, eh bien on observe qu'il n'y a plus de plaisir ici. C'est-à-dire la destruction provoquée de ce septum ne permet aucune satisfaction au rat et on n'observe plus, on a une disparition de cette autostimulation. Si maintenant on détruit une autre zone, appelée faisceau médian du télencéphale, c'est cette zone qui est située à ce niveau-là, et qu'on met en place le processus d'autostimulation, eh bien on observe encore une fois ici une disparition de ce processus. On peut en déduire qu'il y a d'autres zones impliquées dans la génération du plaisir, notamment ici, celle du faisceau médian du télencéphale. Maintenant, intéressons-nous à l'homme. Alors chez l'homme, vous l'avez compris, on ne peut pas faire ces expériences. Destruction accidentelle. Donc ceci, on l'a vu juste avant, avec l'ATV et le septum. Si maintenant, eh bien, on s'intéresse, alors ces différentes zones sont ici, on va s'intéresser à l'affichage des zones cérébrales actives. Par certains processus comme l'IRM fonctionnel, on peut observer les zones du cerveau qui se mettent en action au cours de certains stimuli. Si on provoque un stimulus érogène chez une personne, eh bien on peut observer différentes zones du cerveau qui sont ici visualisables sur les IRM fonctionnels. Vous avez ici, on voit qu'il y a différentes zones. Alors là, vous avez l'avant du cerveau. Ici, vous avez l'arrière, côté gauche et côté droit. C'est donc une vue de dessus. Vous avez ici les différents plans de coupe qui sont montrés. Donc des coupes sagittales. Vous avez aussi des coupes qui vont être donc frontales aussi, qui sont montrées à ce niveau-là notamment. On voit qu'il y a différentes zones. Notamment, on peut constater le cortex visuel. La vision a aussi un rôle dans le plaisir. Vous avez d'autres zones aussi du cerveau, comme le cortex préfrontal, qui sont ici impliquées. Vous avez aussi une zone appelée l'amygdale, qui est impliquée dans la génération de ce plaisir sexuel. Bref, vous constatez que plusieurs zones cérébrales sont ainsi impliquées pour générer le plaisir chez les humains. Voici ici schématisé les différentes zones cérébrales impliquées, et voici les noms de ces zones. Alors, si j'enlève ceci, vous constatez que plusieurs zones sont impliquées, notamment le noyau accumbens, l'ATV, on l'a vu juste avant ensemble, le septum, on l'avait aussi déduit des expériences de Holz et Miller. On voit aussi que les zones du cortex cérébral, notamment des zones qui reçoivent des sensations, des stimulations, sont aussi impliquées dans la genèse de ce plaisir sexuel. À partir de ceci, on pouvait générer un schéma de tout ceci. Alors, ce schéma, le voici. Donc, à la base, vous aviez ceci comme document, c'est celui qui vous avait été imprimé. Et bien, grâce à tout ça, on pouvait relier ces différentes zones, à savoir qu'il y a toujours une entrée sensorielle au niveau du cerveau, et ainsi, on pouvait en déduire après que plusieurs zones pouvaient permettre de générer le plaisir. Vous avez ici, finalement, ce qu'on appelle le circuit de récompense, une zone qui permet, en fait, quand elle est activée, de produire une sensation de plaisir. L'essentiel du corps humain et de ses récepteurs sensoriels, notamment les organes sexuels, pénis chez l'homme, clitoris chez la femme, vont transmettre au cerveau des messages nerveux
qui vont être ainsi à l'origine du plaisir sexuel.